Nous vivons dans un monde étrange et magnifique à la fois. Quelque chose se fissure dans l'ancien monde. Pas de manière spectaculaire, pas dans un grand fracas, mais dans des millions de micro-gestes, de micro-résistances, de micro-réveils intérieurs. Chaque fois qu'un humain cesse de se conformer au rôle d'Homo economicus, ce rouage discipliné, standardisé, performant, interchangeable, un espace de liberté, de respiration, de retour au vivant s'ouvre. Et lorsque des milliers d'humains font ce mouvement simultanément, quelque chose d'encore plus puissant apparaît. Un nouveau modèle de société se dessine. Aucun média n'en parle, rien n'est officiel. Pourtant, ce nouveau modèle est bien là, porté par de plus en plus de précurseurs. Le monde d'hier était basé sur le modèle de la pyramide. Ce modèle pyramidal a structuré nos institutions, nos entreprises, nos familles, nos écoles, nos systèmes de soins et surtout nos états d'esprit. C'est un modèle basé sur la hiérarchie, la séparation des rôles, le haut qui sait et le bas qui exécute. La performance y est la condition d'existence, la peur le moyen de contrôle. La pyramide n'est pas une invention moderne. On la retrouve dans les premières cités-États sumériennes, dans la bureaucratie égyptienne, dans l'Empire romain, puis dans l'Église catholique, les monarchies absolues et enfin dans les organisations industrielles du XIXe siècle. Elle s'est imposée car elle permet de contrôler une grande quantité d'individus. Le haut concentre l'information, le pouvoir, la décision, tandis que le bas doit suivre. C'est Thomas Hobbes, 1588-1679, qui en donne la métaphore la plus saisissante dans le Léviathan en 1651. Un gigantesque corps politique composé d'individus aux yeux baissés, tournés vers un souverain unique. Au XIXe siècle, avec Taylor, Ford et les premières usines mécanisées, la pyramide devient un modèle scientifique de division des tâches, de chaîne de commandement, de surveillance et de standardisation. L'humain devient un rouage et comme nous l'avons déjà vu, c'est cette période qui engendre le prototype d'Homo economicus. Les sciences économiques du XXe siècle, de Friedman à Baker, l'ont dirigé en modèle naturel de l'être humain. Un non-sens anthropologique, mais un formidable outil de contrôle. Le modèle pyramidal repose sur un postulat implicite. L'humain fonctionne mieux lorsqu'il est séparé de son corps, de ses émotions et de son rythme naturel. La pyramide n'est donc pas seulement une structure, mais une anthropologie, c'est-à-dire un certain rapport à soi et au monde. Depuis une vingtaine d'années, on observe un phénomène que les économistes ont du mal à expliquer. Des milliers de personnes quittent des structures parfaitement rationnelles, CDI, carrière, sécurité, pour chercher du sens, de la santé, du lien et de la liberté. Ce mouvement est souvent caricaturé comme une démission silencieuse, alors qu'il s'agit vraisemblablement d'un réveil personnel. Comme nous l'avons également déjà vu, le réveil est rarement philosophique, mais organique. Ces personnes ressentent que leur corps se rebelle. Stress chronique, burn-out, maladie auto-immune, effondrement de la vitalité. Le corps refuse de continuer à fonctionner comme un rouage. Il réclame un retour au rythme, à la respiration, au vivant et à l'authenticité. C'est pour eux la fin du corps instrument et le début du corps système. Pour d'autres, qui choisissent la démission silencieuse, c'est la psyché qui refuse l'absurde. Comme l'avait prophétisé Albert Camus, un système absurde finit toujours par produire la révolte intérieure. De nombreux penseurs contemporains ont observé que nous quittons un modèle fondé sur la compétition pour un modèle fondé sur la connexion. Hartmut Rosa, professeur de sociologie générale et théorique à l'université Friedrich Schiller d'Iéna,
appelle cela la résonance, c'est-à-dire le besoin vital des humains à être en relation sensible avec le monde. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Alors, nous voyons apparaître et se substituer au modèle pyramidal le modèle du cercle, et donc le retour à un modèle oublié. Le cercle est bien plus ancien que la pyramide, c'est la première forme sociale des communautés humaines. Anthropologiquement, les peuples de tradition orale prenaient les décisions en cercle. La parole y circulait, le pouvoir y était réparti, et tout était basé sur l'intelligence collective. Dans les sociétés autochtones, le cercle n'est pas un symbole mais une cosmologie. Le monde lui-même est circulaire avec ses cycles, ses saisons. Biologiquement, la vie elle-même se structure en réseaux circulaires, car elle ne connaît pas la hiérarchie pyramidale, mais l'interdépendance des systèmes par des régulations biofeedback. Comme l'écrivait le biologiste Humberto Maturana, biologiste, cybernéticien et philosophe chilien de 1928 à 2021, les systèmes vivants s'organisent en réseaux, pas en pyramide. De la roue du dharma bouddhiste à l'ouroboros de la tradition hermétique, en passant par les mandalas tibétains, le cercle symbolise la complétude, la transformation et l'unité. Le cercle est le symbole puissant de la conscience qui se connaît elle-même. Alors pourquoi le cercle revient aujourd'hui? Et pourquoi ce modèle est ce qui soutiendra l'humain dans les années qui arrivent pour la gestion de sa santé, sa recherche de bien-être et l'accès à sa liberté entrepreneuriale, financière? Ce retour n'est pas un hasard. Il répond à 4 mutations profondes que tout un chacun devrait envisager de réaliser en lui s'il veut traverser le chaos qui s'en vient. La première mutation est celle du rapport au pouvoir. On passe d'un pouvoir vertical, la domination, à un pouvoir horizontal, c'est-à-dire autorité intérieure et souveraineté personnelle. De plus en plus de gens discernent des incohérences, voire même des actes graves venant des pouvoirs actuels. La seconde mutation est celle de notre rapport à la connaissance. Jusqu'à maintenant, il existait une vérité centrale transmise du haut, des cercles dirigeants, vers les populations. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des connaissances distribuées de tous à chacun, co-construites et évolutives. De plus en plus de personnes recherchent par elles-mêmes à comprendre le dessous des choses et ne se fient absolument plus aux dires des experts et journalistes médiatisés. La troisième mutation est celle du rapport au travail. Celui-ci est de moins en moins vecteur d'identité. Beaucoup y recherchent un espace d'expression, de contribution et de sens, et sont prêts à sacrifier de gros revenus contre un art du travail plus en accord avec leurs valeurs. La quatrième mutation est celle du rapport au vivant. Pendant plusieurs siècles, notre rapport au vivant a été dominé par une logique de prédation pour transformer la nature en ressources, non seulement monnayables, mais surtout financiarisables, avec la spéculation. Ce rapport est en train de muter par nécessité écologique, physiologique, psychique et civilisationnelle. De plus en plus de personnes ont compris que nous devons entrer dans un processus régénératif où le vivant n'est pas une simple ressource, mais une matrice. Que le corps n'est pas un outil, mais une boussole. Que la nature n'est pas juste un décor, mais un partenaire. Que la santé est un système à entretenir plutôt que d'attendre qu'il demande à être réparé. Que la croissance se mesure à la capacité de créer, de relier, de restaurer, plutôt que de consommer sans réflexion. Les collectifs émergents, les communautés d'apprentissage, les projets régénératifs, les pratiques corporelles, les réseaux créatifs, tous convergent naturellement vers des formes circulaires. On y retrouve des décisions partagées, une intelligence collective, un leadership tournant, et surtout, on y laisse la place aux singularités. Ce n'est pas une mode, c'est un déplacement du centre de gravité de la conscience humaine.
Et beaucoup l'ont déjà compris et essayent de prendre ce train en marche, parfois maladroitement, parce que nous n'avons pas encore tous les codes et nous devons tout créer. La pyramide se défend, comme tous les systèmes en fin de cycle. Chaque modèle de société, lorsqu'il a atteint sa limite, manifeste les mêmes symptômes. Il se rigidifie, se bureaucratise, se centre sur lui-même et tente de maintenir par la force ce qu'il ne parvient plus à maintenir naturellement. C'est un phénomène que les historiens, les anthropologues et même les biologistes reconnaissent. Lorsqu'un système perd sa capacité d'adaptation, il augmente sa capacité de contrôle. Ce que nous vivons aujourd'hui ne fait pas exception. La pyramide, qu'elle soit étatique, économique ou institutionnelle, a été construite sur le principe simple d'un sommet qui décide et d'une base qui se plie aux décisions. Mais ce modèle ne fonctionne que dans un monde prévisible, stable et lent à évoluer. Or, la complexité contemporaine détruit cette stabilité. Alors la pyramide se crispe en multipliant les règles, les normes et les protocoles. Elle transforme le moindre espace en zone à réglementer. Ce qui nous donne à nous, citoyens, l'impression d'être suradministrés, surcontrôlés, surinformés et asphyxiés. Mais il y a un point essentiel que nous oublions souvent. Un système, lorsqu'il nous façonne de l'extérieur, modèle aussi nos comportements individuels. Une personne imprégnée du fonctionnement pyramidal, parce qu'elle y travaille, y est formée ou simplement y a été socialisée, tente à reproduire cette logique autour d'elle. Sans en avoir conscience, elle transpose dans sa vie intime les mêmes mécanismes que les grandes structures. Elle se rigidifie dans ses positions. Elle impose des règles et des obligations. Elle veut avoir raison pour assurer sa sécurité. Elle contrôle ce qu'elle ne comprend pas. Elle exige plus qu'elle ne dialogue. Elle confond organisation et domination. Ce qui est imposé en haut finit par être répercuté en bas. Dans la famille, cela donne un parent épuisé qui tente de tenir le système à lui seul, qui gouverne par obligation, injonction, horaire, justification, jusqu'à ne plus sentir ses propres limites. Au travail, cela crée des relations où chacun surveille l'autre, où la coopération devient suspecte, où l'on confond leadership avec gestion autoritaire, où l'ego se rigidifie pour masquer la peur ou l'impuissance. Et ce cercle vicieux a un coût immense. Plus une personne s'endurcit, plus elle se coupe du soutien, de l'aide et de la bienveillance, qui aurait naturellement émergé si elle avait choisi la voie du partenariat plutôt que celle du contrôle. En reproduisant la verticalité, elle s'isole. En imposant, elle se vide. En voulant tout sécuriser, elle s'épuise. La pyramide extérieure devient une pyramide intérieure, un modèle qui, au lieu de protéger, finit par dessécher et ruiner une vie et celle de l'entourage. Historiquement, tous les régimes pyramidaux ont connu, avant leur effondrement, une phase de bureaucratie massive. L'Empire romain tardif, la monarchie française avant la Révolution, l'Empire soviétique, les grandes multinationales avant restructuration, ou bien même les empires mésopotamiens avant fragmentation. Quand une structure ne sait plus évoluer, elle produit de la paperasse, des formulaires, des services intermédiaires, des couches de gestion, comme si la multiplication des contraintes pouvait compenser la perte de vitalité du système. C'est un signe classique de fin de cycle, et nous y sommes pleinement. Et cette fin de cycle peut tous nous toucher. Faillite personnelle ou professionnelle, difficultés financières, isolation émotionnelle, chute drastique de notre vitalité, conflits relationnels de plus en plus fréquents. Si nous restons imprégnés au fond de nous de ce modèle pyramidal qui nous a vu naître, et que nous ne changeons pas nos vieux réflexes, nos habitudes et notre vision des choses. Un système vivant adopte la flexibilité, ce qui ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Un système en déclin adopte la coercition. Plus les institutions sentent qu'elles perdent leur légitimité, plus elles tentent de compenser par des lois plus nombreuses et plus strictes, des taxes supplémentaires, un langage plus moraliste, un contrôle de plus en plus fin du citoyen
et une surveillance accrue des comportements et des opinions, ce qui donne le sentiment partagé et légitime que nos libertés se rétrécissent. Mais un autre phénomène apparaît en parallèle. Le tissu social se fragilise. Lorsque les structures se rigidifient en haut, elles se désagrègent en bas. Les repères se dissolvent. Les normes communes disparaissent. La confiance s'érode. On assiste alors à une montée des incivilités, des tensions quotidiennes, de l'agressivité latente, de la polarisation, de la vulnérabilité psychique, des comportements impulsifs ou violents. Pas forcément une explosion de criminalité au sens statistique, mais une dégradation de la cohésion relationnelle. Alors ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un modèle. À mon sens, ce n'est pas parce que le mal progresse, mais parce que le vieux monde lutte pour maintenir sa place. L'accélération des technologies numériques amplifie cette dynamique et offre au modèle pyramidal les moyens d'une surveillance qu'il n'a jamais eue auparavant. Comprenez que la surveillance augmente quand la confiance disparaît. Mais ces technologies favorisent aussi les communications et les partages qui permettent le modèle du cercle. Plus une société est fragmentée, anxieuse, polarisée, plus le sommet considère la base comme une menace potentielle. La parole devient sensible, les opinions deviennent suspectes, la contestation devient un problème à gérer plutôt qu'une énergie à écouter. Et de la même manière, lorsqu'une personne est fragmentée, anxieuse ou épuisée, elle finit par considérer l'autre comme une menace. La parole de l'entourage devient délicate, la différence d'opinion devient suspecte. Elle ne dialogue plus, elle gère, elle contrôle, elle se protège et s'isole. L'enjeu n'est donc pas de détruire la pyramide, elle se détruira toute seule comme tous les systèmes arrivés à saturation. L'enjeu est de ne pas s'effondrer avec elle et de créer autre chose pendant qu'elle s'effondre. En nous-mêmes déjà, retrouvons cette modalité circulaire qui replace le mouvement de la vie comme voie de communication et d'évolution. Des cercles, des communautés actives, des espaces horizontaux de souveraineté, de coopération, de sens se créent. Des humains reliés à leur axe interne plutôt qu'à une autorité extérieure apparaissent. Ouvrez les yeux et regardez ce monde qui évolue, au lieu de vous lamenter sur ce qui n'est plus. Il y a une idée que je porte depuis longtemps et qui devient aujourd'hui urgente à transmettre. Céder soi et aider le monde ne passera plus par les anciennes formes d'engagement, ni par les structures pyramidales, ni par les institutions épuisées, ni par les systèmes qui tentent encore et encore de réparer ce qu'ils ont eux-mêmes détruit. Céder soi et aider le monde va passer par autre chose, par une transition intérieure profonde, individuelle, sensible et incarnée. Cela passera par cette transition du modèle pyramidal au modèle du cercle. Et ceux qui feront le passage dans la manière de gérer leur santé, leurs relations, leur couple, leurs finances, leur entreprise ou leur job, seront, à mon sens, ceux qui traverseront le chaos qui s'annonce, qu'il soit sanitaire, économique, politique, écologique, technologique ou psychique. Alors cela peut sembler très abstrait, mais c'est au contraire très concret. Et c'est cela qu'il faut parvenir à transmettre. Edgar Morin l'avait écrit. Nous entrons dans l'ère de l'incertitude. Les anciens repères ne tiendront pas. Les anciennes sécurités non plus. Ceux qui s'y réfèrent encore couleront avec le système moribond. Car dans un monde instable, ce qui devient la clé, c'est le modèle intérieur qui nous organise et que nous serons capables d'implémenter dans notre quotidien privé et professionnel. Le modèle du cercle intérieur demande d'avoir un axe clair, un centre solide et notre souveraineté intérieure pour ne pas céder aux peurs. Il demande d'avoir une base solide, c'est-à-dire un corps vivant, ancré, fluide et tout-terrain, mais aussi une psyché créative, libérée des boucles émotionnelles non dépassées. Ce modèle nécessite également d'avoir une conscience élargie, capable de percevoir le champ global au-delà des narratifs, des formatages ambiants et de nos petites préoccupations quotidiennes.
Le support inconditionnel de ce cercle intérieur est le vivant, avec lequel nous devons retisser des liens profonds et une intelligence adaptative. Et ce vivant en nous commence par le respect de nos cellules, qui sont l'interface entre notre écosystème d'êtres humains et la vie qui circule en nous. Ce modèle résiste naturellement au chaos. Il ne demande pas que le monde soit stable, car il régule de l'intérieur. C'est ma définition de l'antifragilité. Parmi vous, auditeurs, il y a ceux qui peuvent déjà se projeter dans cette nécessité de se préparer à affronter la chute du modèle pyramidal et la fin de cycle de nos sociétés. Et puis il y a ceux qui auront besoin de se brûler pour comprendre la douleur du feu. Mais au moins, vous aurez déjà entendu que cela a un sens et qu'une porte de sortie existe, même si tous vos repères ont disparu. Vous pourrez alors apprendre et vous mettre en route pour une transition intérieure vers cette antifragilité. Je ne crois pas que le rôle des praticiens, thérapeutes, créateurs, sensibles ou éveillés soit de réparer le système. Le système ne peut plus être réparé dans sa forme actuelle. Il arrive au bout. Mais nous pouvons être de ceux qui préparent l'après, qui maintiennent la vitalité, qui régénèrent l'humanité dans les interstices encore accessibles, qui guident la transition intérieure et créent les premiers cercles vivants, privés et professionnels. C'est exactement la vocation de Libre-Essence et la raison d'être de Corpoream, savoir vivre, s'orienter et rester debout dans un monde instable. Corpoream est une compétence d'avenir pour redevenir un centre vivant, retrouver sa propre signature énergétique, pour continuer à respirer au cœur des difficultés et ne plus être manipulable par des peurs systémiques. Parce que je crois sincèrement que l'avenir ne se construira pas avec des humains standardisés, mais avec des humains créatifs et vivants. Des humains qui savent se tenir debout dans le chaos et qui savent rester sereins face à des injonctions qui détruisent la vie pour les velléités cachées d'un marché en roue libre. Des humains capables de créer des nouvelles formes de société et même des nouvelles formes de business depuis un autre état intérieur. Et c'est cela, uniquement cela, qui nous permettra de nous aider nous-mêmes et d'aider le monde, de traverser ce qui vient et d'ouvrir les chemins du vivant, tellement maltraité, alors que on lui doit tout à ce vivant.